Donc, le Groupement national de coopération handicap rare, qui est une... Alors, est-ce que... Oui, en premier peut-être la définition entre plein de guillemets des situations de handicap rare. Donc les situations de handicap rare s'appuient sur 3 raretés qui sont un taux de prévalence totalement théorique d'1 pour 10 000, mais sur lequel aujourd'hui on ne s'appesantit pas. Une rareté de combinaisons de déficiences, et c'est bien des combinaisons parce qu'on nous dit souvent est-ce qu'on est sourd et aveugle? Non, on est atteint de surdicécité, et c'est la combinaison des situations qui fait la situation de handicap rare, et la rareté et la complexité des technicités qui sont mobilisées pour répondre à ces situations. Et ça, c'est important parce que ça nécessite beaucoup de compléments de formation, de technicité, alors avec un point très particulier sur lequel vous avez déjà échangé, qui est la question de la communication, puisqu'une grande partie des personnes qui sont accompagnées dans le dispositif handicap rare ont des problèmes de communication. Alors, on a dans un article de loi une première approche en termes de définition avec une approche très forte sur les difficultés sensorielles. Hein. C'est l'objet de la création des premiers centres nationaux de ressources qui existent maintenant pour certains depuis 18-19 ans, donc qui sont orientés vers les déficiences auditives, déficiences visuelles avec combinaison d'autres déficiences, troubles complexes du langage. Et puis, on a aujourd'hui, à partir des interventions des équipes relais, une connaissance qui s'élargit avec une montée très forte de ce qu'on appelle, nous, la 5e catégorie, c'est-à-dire les affections chroniques graves ou évolutives. Donc vous les retrouvez avec la création d'un 4e centre de ressources, épilepsie sévère, qui n'est pas, je veux dire, qui a des difficultés d'être stabilisé, qui n'est absolument pas même stabilisé par des traitements ou par des prises en charge. Donc on retrouve exactement toutes les situations dont vous parlez, Huntington, Prader-Willi, qui sont avec lesquels les équipes relais travaillent beaucoup. Donc on retrouve toutes ces difficultés, voyant dernier l'épilepsie sévère. Mais pour nous, c'est vraiment la question de la réponse qui nous préoccupe. Il y a eu un groupe de travail qui a été mené par monsieur Denis Pifteau, qui avait pour thématique « Ne laissons aucune situation sans solution ». C'est 0 sans solution. Et qui a permis la création par la ministre des personnes en situation de handicap d'une réponse accompagnée pour tous qui est pilotée par Marie-Sophie Dessaulles et qui s'appuie sur une synergie autour des MDPH, c'est-à-dire mobiliser les MDPH pour essayer de créer des réponses communes, parce que dans les situations de handicap rare, la particularité, c'est qu'on ne répond jamais tout seul, mais on répond avec tout un environnement, et c'est très compliqué à organiser. Les MDPH avec lesquels nous travaillons beaucoup nous disent « Vous êtes les moins nombreux, mais vous êtes ceux qui nous prennent le plus de temps ». Mais c'est pas pareil, c'est les mêmes. Alors, voilà. Donc, quelle est la différence entre maladie rare et handicap rare ? Tous les handicaps rares n'ont pas pour origine une maladie rare. On peut avoir des tas d'autres origines. Je pense notamment à des problèmes pendant la grossesse de la maman qui ne sont pas rares, que l'on voit moins aujourd'hui et qui provoquaient des situations de handicap rare. Mais on n'a pas toujours ce lien entre les deux. On peut avoir des questions d'accident, on peut avoir des tas d'autres questions. Et en tout cas, surtout, c'est des personnes cérébro-lésées. Enfin, il y a beaucoup d'autres origines, mais le lien est la perte d'autonomie, très importante, ou la non-acquisition d'autonomie.
Alors, nous faisons l'objet d'un dispositif national. Ce qui fait, peut-être quand vous avez, c'est plus la dame qui a parlé tout à l'heure, sur son établissement, qui a dit « Nous sommes sur la région des Hauts-de-France, les situations de handicap rare sont dérégionalisées. On ne peut être accueilli partout. » Ça, c'est important parce qu'on a des situations qui sont tellement exceptionnelles que si jamais on devait créer, je pense à une situation un peu compliquée concernant l'épilepsie, je crois que c'est la maladie du Ouest, c'est 8 cas dans le monde. Si on doit créer un établissement, ce n'est pas pour tout de suite. Donc on voit bien... Ouest. Je pense que c'est une situation très particulière à l'intérieur de celle-là. Je m'excuserai, je ne suis absolument pas médecin, donc je laisserai les hommes et les femmes de l'art prendre cela. Mais en tout cas, c'est très difficile d'avoir des réponses et de trouver des solutions par rapport à ces situations. Donc, 2 schémas nationaux ont été mis en place. Nous en sommes au 2e, qui se termine en 2018. Donc le système, il est, vous voyez, national, avec un groupement national de coopération qui réunit 4 centres nationaux de ressources, le CRESAM qui s'occupe de surdicécité, la pépinière de cécité, enfin difficultés visuelles avec troubles associés, le centre de Robert Laplane, surdité avec troubles associés et troubles complexes du langage, et phare, donc je l'ai dit, sur... Pardon, en plus il ne faut pas bouger. C'est la journée des pas bougés. Et donc, phare qui s'occupe d'épilepsie sévère non stabilisée. Alors, phare se trouve à la fois à Tain-l'Hermitage et à la fois à côté de Nancy. Il a 2 sites. Les autres, Crésam, Poitiers, La Pépinière, Lille, Robert Laplane, Paris. Donc ça, sont les centres nationaux. Ensuite, il y a un dispositif qui s'est mis en place plus récemment, depuis à peu près 2 ans, ce sont les équipes relais, qui sont sur des territoires interrégionaux. Donc actuellement, je vous les présenterai tout à l'heure, nous avons 13 équipes relais, et pas 12, parce que depuis 15 jours, nous avons une nouvelle équipe relais qui se situe à la Réunion Mayotte. Voilà. Alors, il y a une petite erreur, ce n'est pas moi, parce que c'est un schéma de la CNSA, c'est que les filières maladies rares ne dépensent pas de la DGCS. Bon, mais vous l'aviez tous repéré, je n'ai aucune inquiétude. Et bien sûr, tous les partenaires du local. Parce que les équipes relais ont pour objet de mobiliser les ressources des territoires pour répondre aux situations. Ce n'est pas en interne qu'elles ont nécessairement la réponse. Elles ont une partie de la réponse. Mais ce sont bien les ressources des territoires, du territoire où il se trouve et d'autres territoires éventuellement, quand il y a des choses très très pointues, ce qui nous arrive très fréquemment, de se mobiliser pour trouver une réponse. Donc, très rapidement, mais je laisserai le PowerPoint. Donc, les centres nationaux ont pour mission d'un travail documentaire, une évaluation fonctionnelle des situations, je dis bien fonctionnelle, un soutien aux pratiques professionnelles. Ils forment les autres professionnels, c'est la majorité de leurs interventions, c'est-à-dire qu'un établissement peut demander l'intervention des centres nationaux sur des formations, ils en font beaucoup. Et un soutien aux organisations, donc ils appuient les établissements et les services, ça peut être sur des questions techniques. Par exemple, je pense au CRESAM qui intervient dans un établissement sur des questions architecturales, quand on accueille des personnes en surdicécité, voire des maisons des EHPAD. Hein, on intervient vraiment à plusieurs niveaux. Donc le groupement national, lui, a pour fonction de déployer ce dispositif et il est en train de mettre en place quelque chose qui est très compliqué, c'est une base de données qui réunit à la fois les situations dans leur complexité et les réponses et qui est en train d'être construite. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus et là on est en train de recruter l'éditeur. Donc on améliore la connaissance, on participe à des recherches au niveau national, soit lancées par l'INSERM,
Et puis en partenariat, on a de nombreuses recherches avec de multiples dispositifs, la Fondation Maladies Rares, enfin voilà. Donc, juste, je vous ai mis cette diapositive pour que vous compreniez que le groupement lui-même a un fonctionnement, ce qui est un petit peu particulier, puisque on a un fonctionnement par collège, donc centre de ressources, équipe relais, mais surtout association qu'on appelle non gestionnaire, c'est-à-dire que les associations de familles et de personnes en situation de handicap rare pilotent le réseau au même titre que les professionnels. Alors, je vous ai mis, voilà, les différentes... le territoire est découpé en 7 interrégions. Donc, vous avez là, à la fois, vous avez là les équipes relais dans leur implantation, sauf, je n'ai pas mis la Guadeloupe et la Mayotte, mais alors, ils viennent nous voir dans quelques jours, donc on pourra les intégrer à cette représentation. Donc, c'est bien d'un maillage territorial qu'il s'agit. Et qui couvre la totalité du territoire métropolitain. Je vous laisse un peu. Oui, donc ça, c'est les missions des équipes relais. Donc leur première mission est de faire un état des lieux sur le territoire, des ressources du territoire. Alors, ce n'est pas un guide néré qu'on fait, c'est bien des ressources qui sont actives et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. À tel endroit, il y a un médecin qui accueille dans son cabinet un public un peu plus compliqué que les autres et qui accepte, ou un dentiste, ou il y a une orthophoniste qui a des pratiques, qui connaît des pratiques de communication très particulières. Donc, sauf que quand ces personnes quittent une structure, quittent un lieu de vie, eh bien, il faut revoir tout le fonctionnement de cette ressource. C'est donc cet état des lieux, et nous participons actuellement aussi à, un recensement de ces ressources avec une formalisation en nous appuyant sur Séraphin PH, si vous connaissez, c'est-à-dire les nouveaux dispositifs qui vont permettre de financer des prestations de façon différente aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont aujourd'hui basés sur des établissements. C'est un petit peu compliqué à expliquer, c'est entre les GIR personnes âgées, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur la situation de la personne, et puis le financement à la place comme en établissement médico-social. Donc voilà, tout le système est en train d'évoluer. Donc les équipes relais formalisent ce réseau, repèrent des situations et étayent les réponses d'accompagnement. Il y a des systèmes de tables tactiques et de tables stratégiques qui sont organisés sur les territoires qui permettent, autour de situations, de construire des réponses. Il y a un appui à l'évaluation des situations, un appui à l'élaboration de la mise en œuvre du projet. On contribue, les équipes relais comme l'ensemble du dispositif contribuent à la capitalisation de l'expertise et on essaye aussi de recenser tous les savoirs acquis. Mais c'est un réseau, ça veut dire qu'on utilise vraiment toutes les ressources du réseau pour que ça fonctionne. Donc la plus-value, vous le voyez, c'est l'appui à l'évaluation, la formation. On a des équipes relais qui interviennent actuellement. Je pense par exemple à celle de Nord-Est qui intervient sur la mise en place d'établissements pour personnes en situation de handicap rare. On leur a demandé de former les équipes. Donc elles interviennent sur des parcours de formation concernant ces situations de handicap rare. On a la même chose dans le sud de la France. Donc la formation, c'est un point très important pour nous. On est aussi à même de faire des réponses en sur-mesure, puisque les personnes qui sont en situation de handicap rare nécessitent ce sur-mesure permanent. On essaie aussi d'anticiper, parce qu'on a maintenant, avec un peu de recul, beaucoup de recul pour les centres nationaux de ressources et un peu moins pour les équipes relais, on sait quand est-ce qu'il y a des risques de rupture dans le parcours. On les connaît tous aussi, à certaines époques, ou en fonction de l'évolution des situations, on doit anticiper ces risques de rupture qui peuvent être dramatiques pour la personne et sa famille.
Donc on essaie aussi de mobiliser des acteurs de proximité pour réagir vite. On est totalement lié au dispositif situation critique pour lequel on intervient assez régulièrement. Je ne dis pas qu'on réussit toujours, mais c'est parce que c'est souvent très très compliqué, notamment autour des questions de comportement problème. Alors, qui peut solliciter? Eh bien, tout cela, plus tous ceux qui ne sont pas écrits, c'est un dispositif intégré. Cela veut dire que le guichet est intégré, que les établissements, que ce soit les centres de ressources ou les équipes relais, n'ont pas de prix de journée. Elles fonctionnent en budget global, donc du coup, tout le monde peut les solliciter à n'importe quel moment du parcours de la personne. Alors, on a déjà fait une journée commune, donc avec la filière Brain Team, avec des projets de signature de charte de partenariat, d'information. Alors, on a dans certaines équipes relais, je pense à la Bretagne, il y a eu des journées sur Huntington, donc avec soit des interventions en établissement, soit aussi auprès des associations. C'est-à-dire qu'on s'appuie, nous, beaucoup sur les associations de famille ou les associations de personnes. On a des professionnels qui, d'ailleurs, interviennent en binôme entre professionnels et avec une famille. Pour nous, on a cette expérience-là et c'est très intéressant. On a aussi un travail en commun à faire sur l'information. Je crois qu'il y a eu déjà des expériences d'information, de sensibilisation. On mutualise les états des lieux et des ESMS, des établissements sociaux et médico-sociaux, et on mène un certain nombre de recherches-actions et de co-organisation de journées de sensibilisation en direction des aidants. On a remporté un appel d'offres sur la formation des aidants et nous sommes en train de réaliser une formation en e-learning à l'intention des aidants, en collectant un certain nombre de données qui existent par rapport aux situations de handicap en général et plus spécifiquement aux situations de handicap rare. Et cette formation est pilotée par les familles elles-mêmes. Et c'était pour nous très très important qu'elles puissent dire, avec des axes de travail qu'elles ont choisis, notamment comment organiser vie professionnelle et vie d'aidant, comment faciliter l'accès aux aides, quels sont mes droits, comment je peux en tant qu'aidant faire reconnaître mes droits. Enfin, voilà, on a plusieurs axes au niveau national, on a plusieurs équipes qui mènent cette réflexion et on est accompagné par des professionnels. Nous, on met les contenus, mais tout le reste est fait par des professionnels du e-learning. Les pistes de réflexion, eh bien, c'est la complémentarité entre filières, parce que nous, c'est tous les handicaps rares. Donc, entre les filières, on est en train de réfléchir. Et puis, filières et dispositifs handicap rares. On est aussi, je ne sais pas si vous êtes associés au pôle de compétences et de prestations externalisées qui sont en train de se mettre en place. Parce que, en fait, sur les territoires, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place en ce moment. Et ces pôles, ces PCPE, accompagnent des personnes à domicile et permettent de mobiliser autour du domicile des prestations, avec la possibilité que ces prestations soient prises en charge. Même si ce sont pas ça peut être des prestations en établissement d'une personne d'un établissement ou des prestations de personnes en libéral. Donc il y a ce dispositif-là qui se met en place et on est en train, il faudra réfléchir parce que c'est vrai que dans les situations complexes avec lesquelles on travaille, ce serait dommage qu'il y ait des interventions qui se succèdent dans les mêmes familles. Tel jour, c'est la filière, tel jour, c'est l'équipe relais, tel jour, c'est... Donc, on est en train de se dire qu'il faut qu'on arrive à organiser la couverture du territoire parce qu'aujourd'hui, on commence à être... Les situations critiques interviennent avec des pôles. Enfin, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de monde, donc il faut qu'on arrive à mieux se coordonner parce que toujours comme ça, il y a des endroits où il y a beaucoup de monde, puis il y a d'autres endroits où c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Signaler un point qui, à mon avis, qui est transfrontalier, c'est-à-dire qui est à la fois en neurologie et en pneumo, c'est la situation des tétraplégiques hauts, c'est-à-dire très très hauts, qui ne respirent pas tout seuls, qui sont ventilodépendants. Moi, j'ai des difficultés dans plusieurs régions, puisqu'on en reçoit de toute la France, pour justement la formation aux aspirations trachéales, des équipes soit en EHPAD, soit en établissements médico-sociaux. On me dit toujours il n'y a pas moyen de se former aux aspirations trachéales. Enfin, il y a un peu une mauvaise volonté quand même, à mon avis, quelque part. Donc, c'est des personnes qui restent à l'hôpital, qui devraient aller en établissement médico-social ou en EHPAD, qui restent bloquées à l'hôpital. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup, votre organisme, parce que j'aimerais au moins vous signaler pour une expertise locale. J'en ai un à Agen, j'en ai un autre qui relève d'Annecy, j'en ai une autre de la région PACA. Enfin, que vous alliez mettre un petit peu votre nez sur l'organisation du retour à domicile des tétraplégiques hauts ventilodépendants. Il y a aussi les MDPH qui disent on va vous financer 6 heures par jour. Or, un tétra haut, il lui faut du 24-24, si vous voulez. Il y a aussi ces blocages-là qui font que ça bloque les malades à l'hôpital. Donc, il y a des situations de handicap très, très rares, parce que le tétra C1, C2, c'est rarissime. C'est quoi 3, 4, 5 cas par an, peut-être maximum sur le territoire. Donc, j'avais essayé de postuler dans le cadre des maladies rares. On m'a dit, ah non, c'est un handicap, c'est pas une maladie. Puis, il y en a trop peu, c'est trop, trop rare. Mais alors, comment faire reconnaître ces malades-là? Parce que quand même, j'en ai un certain nombre. Hein. Donc ça, je vais bien noter vos coordonnées, puis je vais vous les signaler. Hein, puis les situations de Lockton syndrome aussi, qui sont un petit peu des cas extrêmement rares, extrêmement complexes, pour lesquels les MDPH sont des fois pas sympas en disant on finance 6 heures ou maximum 8 heures, mais le reste du temps... Et les jours fériés aussi. Il y a une famille en Ile-de-France, on leur a financé pour un Lockton syndrome ventilodépendant tous les jours de semaine, mais pas les jours fériés. Bon. C'est pas sympa. Pas si on a d'autres réponses. Oui, madame. Alors, j'aimerais que vous nous précisiez, vous avez parlé à la fois pour les centres nationaux de ressources, l'évaluation des situations, et vous avez parlé de l'appui à l'évaluation pour les équipes relais. Alors, quand fait-on appel aux équipes relais et quand fait-on appel aux centres nationaux de ressources ? Alors, en plus, j'ai l'aide d'un médecin de l'équipe de Relais Île-de-France qui est ici, voilà, et qui pourra compléter mes réponses. Alors, on fait appel, les équipes relais, c'est vraiment la structure proche, la structure du territoire. C'est elle qui, sur les territoires, reçoit de plus en plus, aujourd'hui c'est comme ça, c'est elle qui reçoit les demandes. Et en fonction de l'expertise nécessaire, on va se retourner vers un centre national de ressources, si on n'a pas l'expertise sur le territoire. Vers un centre national de ressources, on peut aussi faire des réunions communes, ou vers une filière maladie rare. Voilà. Mais l'entrée est de plus en plus. Dans le médico-social, l'entrée se fait par les territoires. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut trouver une ressource sur le territoire. Ce n'est pas ça. Pour les situations de handicap rare, vous savez qu'on travaille beaucoup avec la Belgique, pas volontairement, mais c'est comme ça. Donc, on travaille là où sont les réponses. Et il nous arrive d'avoir une situation, là, je pense à une situation, la personne, c'était une situation en Belgique s'est très très mal passée. La personne est revenue au bout de quelques temps. Elle est sur l'Île-de-France. C'est l'équipe d'Île-de-France qui l'a accompagnée. Et en fait, la solution est vers Bordeaux. Et c'est donc l'équipe relais de Bordeaux qui, comme son nom l'indique, a pris le relais et est en train de mettre en place la réponse à Bordeaux. Nous, on n'a pas de question de territoire. Aucune. Et pour aucun établissement.